On va passer tout de suite à la deuxième grande tendance. Juste pour présenter un petit peu Gauthier, tu te présenteras toi-même, mais Gauthier a rejoint Palantir il y a maintenant un peu plus d'un an. Palantir est une société relativement jeune, puisqu'elle a un peu plus de 10 ans, mais parmi les licornes de la Silicon Valley, c'est déjà une ancienne, parce que plus de 10 ans, c'est déjà une vieille, et puis c'est une société qui est plus vieille que Facebook. Et qui donc est aussi à la particularité d'avoir un modèle qui s'adresse donc à des grandes organisations et pas à des individus. Donc là aussi, à l'inverse de Facebook, elle n'a pas 1,5 milliard d'utilisateurs. Elle a, je ne sais pas combien d'utilisateurs, ce serait difficile à dire, mais enfin, elle a surtout des très gros clients. Des très gros clients qui sont venus voir Palantir parce qu'ils avaient des problèmes et ils avaient d'un côté des problèmes et de l'autre des données et ils ne savaient pas comment faire le lien entre les deux. Donc Palantir est une société technologique, une société d'ingénieurs et ce que fait Palantir, c'est de résoudre des problèmes et créer de la valeur à partir des données. Donc j'ai fait la transition, Gauthier, pour que tu nous présentes ton parcours et Palantir. Merci Laetitia. J'ai plus grand chose à dire. Voilà. Moi, j'ai un parcours avant Palantir, donc que j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an, qui est assez structuré parce que j'ai commencé chez JP Morgan en faisant de l'analyse, analyse technique purement mathématique, très challengeant intellectuellement, mais peu de sens. Peu d'impact ou un impact négatif, c'est selon comment on veut le voir. Donc après, j'ai fait différentes choses qui avaient plus de sens pour moi. J'ai été prof dans un lycée à Paris, dans une prison aussi en région parisienne. Et après, je suis parti travailler pour le gouvernement anglais et monter un fonds d'investissement social. Donc, en fait, quand on me demande en entretien, c'est quoi la structure de votre parcours, je dis évidemment, il n'y a aucune structure, mais je dis que c'est un mélange de recherche de sens et de challenge intellectuel, ou en tout cas de faire des choses sur lesquelles je suis bon, ou en tout cas sur lesquelles des choses que j'aimerais bien faire. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs choses comme ça. J'ai aussi fait un an dans la marine, monter une entreprise en Chine avec des amis. Donc des choses qui sont bien structurées l'une vers l'autre. Et je suis arrivé à un moment où donc je suis rentré chez Palantir il y a un peu plus d'un an et demi. J'ai trouvé chez Palantir un équilibre entre le sens qu'on a, l'impact qu'on a. C'est vraiment, je pense, une caractéristique de tous les palantiriens qui nous rejoignent. C'est pas quelle école il a fait, est-ce qu'il est motivé par l'argent, est-ce qu'il regarde l'évaluation de notre entreprise en disant je vais être milliardaire. C'est vraiment quel impact je veux avoir, quel sens je veux avoir. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on travaille avec des technologies qui sont avancées. La plupart de on est situé juste en face du campus de Stanford. On a, je crois, maintenant 23 bâtiments dans Palo Alto, donc on est la plus grosse entreprise de cette petite ville. Mais donc, enfin, pour vous dire en fait qu'on utilise à la fois cette envie d'avoir du sens et les dernières technologies pour le faire. En fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On va dans des grandes entreprises qu'on peut appeler clients, mais nous on les appelle des partenaires. On a cette idée de choisir nos clients et en tout cas de se choisir mutuellement. Par exemple, ça nous arrive souvent de refuser des gros clients sur lesquels on pourrait gagner des millions parce qu'on considère que les valeurs ne sont pas alignées avec nos valeurs. Nos valeurs, c'est quoi ? C'est une culture qui est tournée vers l'impact. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça dans une conférence, mais on nous dit souvent à Palantir, l'important, c'est pas de rendre le client content, c'est de résoudre des problèmes. En fait, l'important, c'est de rendre le client content à long terme, mais l'important, c'est pas de faire, au bout de 6 mois, une super presse ou un super projet qui a marché, et puis que 2 ans après, ça ne sert plus à rien. En fait, ce qui nous motive tous en tant que palantiriens, et ce qui est la base de nos contrats, c'est l'impact qu'on peut avoir. Donc c'est bien gentil de dire tout ça, mais comment on fait pour le faire concrètement ? Donc on a une approche de partenariat, on se choisit mutuellement. Il y a peut-être un peu un lien avec l'amour dont tu parlais, Mickaël, tout à l'heure. Il y a un choix mutuel. Donc quand on accepte de travailler ensemble, donc ce choix il se fait au niveau PDG, en fait, au niveau de la direction des entreprises et notre PDG, puis de nos valeurs en général. Et ensuite on travaille pour
pas pour analyser leurs données, pas pour faire en sorte qu'on trouve des choses intéressantes dans leurs données, mais pour mettre en place des technologies qui font que l'humain, donc c'est-à-dire les gens de l'entreprise pour laquelle on travaille, et la machine, c'est-à-dire les technologies qu'on met en place, dans lesquelles on intègre toutes les données de l'entreprise, puissent collaborer ensemble. Ça me fait penser à une anecdote sur les échecs. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui jouent aux échecs, mais il y a eu dans les années 80-90, je crois, le Deep Blue, est-ce que l'ordinateur est plus fort que l'homme aux échecs? Oui, non, puis au bout d'un moment, on a fini par battre l'homme, et la question s'est plus trop posée. Et elle s'est reposée récemment avec des compétitions où on avait en fait des équipes d'ordinateurs et d'humains. Et donc un logiciel, une intelligence artificielle si on veut, et puis un humain. Et dans ces compétitions, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'humain, le meilleur joueur d'échecs qui gagnait, ni la meilleure intelligence artificielle qui gagnait, mais c'était bien la meilleure interface entre l'homme et la machine. Ça veut dire que quelqu'un qui joue moyennement aux échecs avec un ordinateur qui n'est pas forcément hyper perfectionné, mais qui peuvent très bien collaborer ensemble, c'est la meilleure solution, en tout cas pour les échecs. Nous, c'est notre valeur, c'est notre parti pris, c'est de dire on n'est pas là pour remplacer l'humain, on n'est pas là pour, nous, en tant que Palantiriens, remplacer les gens dans les entreprises, on est là pour créer les meilleures interfaces utilisateurs, les meilleures interfaces entre l'homme et la machine. Et comment on fait ça? Je vais peut-être prendre l'exemple par exemple de la police de Los Angeles, qui est un de nos clients. On va, au lieu d'arriver et de dire on fait une étude pendant 3 semaines, après on revient, et on revient 3 semaines après en disant voilà, on a développé un produit pour vous qui va vous permettre d'arrêter les crimes ou de les prédire ou je ne sais quoi. On va dire ok, très bien, le commissaire de police, etc. Mais nous, on veut travailler avec l'inspecteur. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Donc on s'installe à côté de lui, et puis il est en train de regarder, il y a eu l'enlèvement d'un enfant dans le centre-ville, donc il va intégrer des données différentes, et on va dire ok, ça c'est un truc d'humain, donc on peut rien faire, c'est son intuition. En revanche, ça, il ne devrait pas avoir à passer 3 heures à comparer des fichiers différents entre les gens qui étaient là avec leur téléphone portable, le fichier du ministère de la Justice des anciens délinquants sexuels, enfin toutes les données qu'il utilise, et on se dit ok, on va itérer, donc on est chez le client, et le lendemain ou le surlendemain, enfin très rapidement, dans une temporalité qui est très rapide, on arrive avec une solution qui marche à 50% peut-être, donc il marche pas à 50%, mais on va lui dire qu'est-ce que tu en penses, et puis il va nous dire ouais ok, ça marche, mais moi ce qui m'intéresse c'est aussi les déplacements suspects juste après l'enlèvement de cet enfant dans cette zone. Donc on revient 3 jours après avec ça, et on travaille vraiment dans l'itération. Ce qui fait qu'on fait énormément d'erreurs, mais c'est pas grave parce qu'on les corrige au fur et à mesure de notre avancement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous caractérise aussi. On remarque, c'était pas notre ambition dès le début, mais on remarque qu'on prend aussi beaucoup de risques que nos clients sont pas toujours capables de prendre. Et je pense que, on discutait tout à l'heure avec Miguel, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes avec ça. En tout cas, il y a des résonances que j'entendais sur le fait de travailler, d'apporter une créativité, une innovation au client, qui peut plus permettre lui-même de prendre. Donc ça, c'est un petit peu la façon dont on travaille. On est aussi, en tant qu'organisation, une culture qui est vraiment particulière. Donc on est 2000 maintenant. Il y a 1 an et demi, on était 1000. Il y a 1 an et demi avant, on était 500. Donc on a une croissance qu'on peut dire exponentielle. Et on a eu cette croissance sans avoir de management intermédiaire. Donc ce qu'on appelait tout à l'heure la technocratie, je crois, ou la techno-couche, ou... Voilà, technoculture. On a vraiment une structure de hiérarchie qui est très plate. Ça veut dire que en fait, tout est décentralisé. Chaque équipe est maître de son... Donc chaque équipe qui travaille avec un client, par exemple, va prendre ses décisions. On ne va pas devoir passer un coup de fil à notre PDG en disant qu'est-ce que tu en penses, on va prendre ce risque, peut-être que ça va nous mettre en danger. On le fait, et puis on a cette maxime qui dit don't ask for permission, ask for forgiveness. Donc j'ai fait ça, ça a complètement foiré, tout le monde est mécontent chez le client, mais en fait on l'a fait et on a appris, et puis on fait tellement régulièrement qu'au bout d'un moment ça va marcher. Et je pense que la culture de notre organisation, c'est comme je disais tout à l'heure, l'impact. Ce qui motive tout le monde, c'est l'impact. Donc le fait de, je sais pas moi, de faire des choses qui n'ont pas d'impact, de travailler avec des clients qui veulent juste travailler avec nous parce qu'ils pensent que ça va faire monter leur cours de bourse parce qu'ils travaillent avec Palantir, ça ne nous intéresse pas, donc on refuse ces clients-là. En revanche, les clients sur lesquels nos valeurs sont alignées et qui ont envie vraiment de travailler pour parfois révolutionner leur organisation, c'est ça qui nous intéresse. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire sur la culture.
Je peux peut-être vous donner, si on a encore un peu de temps, 2-3 exemples de choses qu'on a faites. Donc je parlais tout à l'heure de la police de Los Angeles. On a commencé à travailler traditionnellement aux États-Unis avec le gouvernement. Et dans le monde entier. Maintenant, on a majorité de nos clients qui sont des clients business, mais c'est très important pour nous encore les activités de gouvernement parce qu'on trouve beaucoup d'impact, un impact qui est différent en tout cas que l'impact de business. On a aussi une partie philanthropie qui a travaillé très tôt, donc vraiment en se disant ce qui est important c'est l'impact. Donc peut-être qu'on va gagner beaucoup d'argent avec un client X et avoir beaucoup d'impact, peut-être qu'on va perdre beaucoup d'argent avec un client Y et avoir beaucoup d'impact. Ce qui nous intéresse c'est l'impact. D'ailleurs pour l'anecdote, on avait réfléchi à se créer en association ou en entreprise au début, puis on s'est dit que le pouvoir quand même de la génération, de levée de fonds, etc. C'était quelque chose qui était important pour notre développement. Mais parenthèse fermée, un exemple que je voulais vous donner, c'est donc dans les activités de philanthropie, on travaille beaucoup sur le trafic d'êtres humains, notamment le trafic d'enfants. Et donc par exemple concrètement on travaille toujours donc, en partenariat avec des associations, donc on travaille avec une association aux États-Unis qui travaille là-dessus et le trafic d'enfants c'est quelque chose le trafic d'êtres humains en général c'est quelque chose qui est très difficile à arrêter parce que les réseaux sont très malins, très organisés, bougent très vite et pour faire déplacer des êtres humains c'est pas compliqué, il suffit de les mettre dans une voiture, dans un camion, enfin il n'y a pas de au sein d'un pays il y a très peu de manières de l'arrêter, ce qui est différent pour le blanchiment d'argent par exemple ou sur lequel on travaille aussi, où il y a beaucoup de techniques à utiliser, mais c'est facile d'accéder aux informations, parce que c'est des informations structurées sur des comptes bancaires. Donc pour le trafic d'êtres humains, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre, et c'est toujours comme ça qu'on c'est pas très sexy, mais c'est toujours ce qu'on commence à faire, c'est intégrer des sources de données qui sont complètement disparates. Donc par exemple, des données sur les délinquants qui ont été associés à des trafics humains, des données sur des lieux, des données sur des enfants qui ont été enlevés. Et puis en intégrant toutes ces données-là, on fait deux choses. On permet à l'enquêteur ou à l'association qui travaille sur le trafic d'accéder très rapidement aux informations, c'est-à-dire en temps réel. C'est-à-dire que s'il y a un appel, par exemple, sur la hotline d'une personne qui se fait trafiquer et qui a 3 minutes ou 30 secondes pour dire « voilà, je suis à tel endroit, venez m'aider », puis hop, ça raccroche. Nous, on va pouvoir, avec toutes les informations qu'on a, la relier à un réseau et dire ok, en fait, c'est très probable qu'elle soit là, il y a eu déjà des appels dans cette zone, etc. D'une autre association qui s'occupe de trafic d'êtres humains ou de la police ou de la justice. Donc, intégrer toutes ces données, c'est capital. La deuxième chose, c'est la rapidité. C'est-à-dire que dans l'exemple que je donnais sur la police de Los Angeles et les enlèvements, un enlèvement d'enfant par exemple, c'est bien de résoudre le cas au bout de 48 heures ou 72 heures, mais si quelque chose s'est passé de dramatique, ok, on va faire justice, mais on va pas avoir un impact sur la chose qui s'est passée. Palantir permet, on va dire, de façon presque instantanée, à l'utilisateur d'accéder à toutes ces données, de faire des rapprochements et de dire, voilà, ici il se passe quelque chose de suspect et j'ai quelqu'un sur le terrain, je lui envoie directement, donc en quelques minutes, couper quelque chose qui se faisait avant en plusieurs dizaines d'heures ou plusieurs dizaines de jours. Voilà, je pense que j'ai écoulé mon temps, mais on a dans les autres exemples, on travaille dans la pharma, en R&D, on travaille dans la réaction à des crises, par exemple des séismes ou dès qu'il y a une crise dans le monde, en général, il y a quelques équipes qui s'en vont. Donc voilà, ravi d'en parler après, de discuter sur les autres cas. Merci.